Bonjour! Bienvenue au cœur des Grandes Alpes, loin des stations surpeuplées. Vous aimez les grands espaces pleins de luminosité, le silence, la sérénité? Alors vous allez être comblé par notre nouvelle destination, Valorcine, dite la vallée des ours. Allez, suivez-moi. Ouvrez bien les yeux et regardez, car ici, pas un angle de vue sans cime escarpé et enneigé. Ces 3 sommets qui surplombent la vallée de Valorcine sont les Aiguilles Rouges, le mont Horeb et les Cornes de l'Oriaz. Ces crêtes prestigieuses forment un massif intermédiaire entre les Préalpes du Nord et le massif cristallin du Mont Blanc. D'ailleurs, si on regarde très très haut, on l'aperçoit, le Mont Blanc. Ah, pas de doute, c'est ici que sont fabriquées les montagnes. En tout cas, Hélène, nous atteignons des sommets de poésie. La commune de Valorcine est formée de 7 hameaux comme le Buet, les Bioles, le Chanté. Et tous sont blottis au fond de la vallée encaissée. Oh là là, ça ne s'arrange pas, on dirait sans doute l'air pur des montagnes. Nous sommes en Haute-Savoie, à 1400 mètres d'altitude, tout près de la frontière suisse, à quelques kilomètres seulement de Chamonix, dont l'effervescence semble pourtant bien loin. Et oui, la vallée est assez secrète. Seuls 2 cols, le col de la Forclaz et le col des Montets, permettent d'y accéder. Et ces 2 cols, pendant l'hiver, sont souvent fermés. Et c'est que le temps change très vite ici. Et les avalanches sont fréquentes. Alors, la vallée est coupée du monde. Enfin, presque coupée. Patrick Lardot, vous êtes chef de ligne du train express Mont-Blanc, du train Mont-Blanc Express, je ne sais plus dans quel sens c'est. Ça va bien, ça, oui. Alors, grâce à cette ligne, en fait, on n'est jamais piégé dans la vallée. Et ben, le but, en fait, c'est que le train fonctionne été comme hiver, du 1er janvier au 31 décembre, mais de faciliter la circulation, notamment quand le col routier des montées est fermé et bloqué pour les avalanches. Ce petit train, dont la construction a commencé au début du siècle dernier, a largement contribué à désenclaver la vallée. Il permet aussi de rejoindre la Suisse toute proche, moyennant un petit changement. Alors justement, donc on arrive au point frontière, donc le réseau SNCF est derrière nous. Maintenant, on va retrouver le réseau suisse et on change de matériel. Le train nous attend juste en face sur le quai, même quai. On a combien de temps pour changer? Immédiatement. Alors, c'est parti. Vous retenez la voiture, s'il vous plaît. Alors, on profite vraiment d'une vue magnifique avec des précipices assez impressionnants. Tout à fait, il y a des précipices tout à fait vertigineux, notamment côté suisse, là, peu après le Châtelard. C'est tout à fait magnifique et somptueux. Oui. Cette ligne aux paysages impressionnants est beaucoup empruntée par les scolaires, les gens qui travaillent dans la vallée et surtout les randonneurs et les skieurs. À Valorcine, la gare est à 2 pas du tout nouveau télécabine. Ça fait des années qu'on vient et cette histoire du petit train, ça a changé complètement notre manière de voir les choses. Extraordinaire. Et en plus, ça change des stations intégrées. On a tout un groupe qui découvre enfin ce que c'est que la montagne et le vrai ski. Voilà. Ça permet d'avoir des possibilités pour randonner et puis se déplacer dans cette vallée unique au monde. C'est tout à fait sympathique en fait. Finalement, ici, vous réunissez vos 2 passions, le train et la montagne. Voilà, donc je suis un homme très heureux. Ça se voit, il a l'air d'un homme heureux. Alors Hélène, on n'est pas insensible au charme montagnard Oh, descends vite juste au-dessus de ce pont, je te propose de découvrir un zoo bien particulier où il y a même des ours. Drôle d'ours. On s'en est pas un, ça. Alexis, c'est pour qui toute cette viande? C'est pour les loups. Hein? C'est pour les... On est avec eux là? Ils sont là-haut. Ah bon? Ils vont descendre. Ah oui. Il y en a 11 dans cette meute. 11 quand même. Ça oui. fait beaucoup. Alex? Ah, j'ai cru que tu partais. Oui, je sais, les loups ont peur des hommes, mais bon... Viens. Moi? Hélène, tu veux pas y aller? Non? Bon. Il y en a là. Ça, c'est l'exclu du groupe. Parce que dans toutes les meutes, il y en a un qui est toujours plus faible. C'est celui qui mangera en dernier. Alors on voit sur le croupion, il a un petit morceau qui lui manque. Oui, il s'approche très près de nous, lui, non? Il a moins peur de l'homme, mais il a beaucoup plus peur de ses congénères. Et il a été choisi comment? C'est toujours le couple dominant. Le couple qui est tout au sommet de la pyramide de cette meute, ça s'appelle le couple alpha, où il y a un mâle et une femelle qui dominent tout le groupe. C'est eux qui commandent pour tout. Et puis ils ont un grand privilège, c'est les seuls à pouvoir s'accoupler dans la meute.
Il n'y a qu'eux qui ont le droit d'avoir des petits. Et on peut les voir, ces thénardiers? On va certainement les voir, ouais. C'est la femelle dominante qui va passer en premier. C'est elle qui mène un peu le groupe. Au zoo des Marécottes, pas la peine de chercher ni les éléphants, ni les girafes. Tous les animaux que l'on trouve ici sont des espèces qui vivent en altitude, qui sont donc habituées à la neige. Environ 150 bêtes qu'il faut nourrir tous les jours et par tous les temps. Parmi ces animaux, beaucoup sont originaires des Alpes. Et voici le hibou grand-duc. Et là, il n'est pas content. Parce que quand il a les aigrettes collées à la tête comme ça, les aigrettes, c'est les petites oreilles, là. Ça veut dire qu'il est vraiment pas content. Oui, il a de sacrés serres en plus. Hein? Mais oui. Alex, on sort. Et on visite qui maintenant? Salut Lola! L'autruche? Alors, qu'est-ce que tu dis? Oh, qu'il est beau le petit chamois. Bah, au moins, il a pas l'air méchant, lui. Un chamois, il peut être autant dangereux qu'un ours ou qu'un lynx ou un truc comme ça. Ça reste des animaux sauvages, c'est-à-dire qu'ils ont un comportement qu'on ne peut pas contrôler et puis qu'on ne peut pas prévoir non plus. Un lynx, ça pardonne pas. C'est 20 kilos, mais c'est que du muscle. Il n'y a pas de graisse. C'est très dangereux. Et alors, les ours, où sont-ils? Bien, l'hiver, ils hibernent comme d'autres animaux. Pendant quelques mois, 4 à 5 mois, ils dorment. Alors là, ils sont cachés dans leur grotte. Oh. Puis ils dorment pendant que les autres travaillent. Bon, ben, en parlant de travail, on va laisser Alex finir le sien. Dommage pour les ours. On reviendra cet été, hein? Mais bien sûr que nous allons revenir cet été voir les ours, mais pour l'été, il faudra attendre encore un long moment. Alors je suis avec Dominique Ancet, qui est marié avec un Valorcin. Et ici à Valorcine, eh bien, si la culture est très forte, c'est parce qu'on était très isolés. Derrière nous, il y a une église assez typique qui pour vous symbolise un petit peu la mentalité des gens d'ici. Oui, vous voyez cette église, elle est toute isolée au milieu de Valorcine. En fait, elle n'a pas toujours été isolée parce qu'il y avait ici un village qui a été emporté en 1674. Mais ça signe un petit peu, vous voyez, l'autarcie. Et à cause de l'autarcie, les Valorcins ont été obligés de développer des tas d'ingéniosité dans l'habitat, dans tout leur mode de vie. On peut le voir ça encore dans l'habitat aujourd'hui? Oui, je vais vous emmener voir une maison. À Valorcine, presque toutes les maisons sont construites sur le même modèle. On visite? Là, avec toute cette neige, on la sent bien l'autarcie là. On entre par un couloir qui fait office de sas anti-froid. Puis, on traverse la cuisine avec sa grande cheminée de bois, appelée ici la bourne, avant d'atteindre la pièce principale. Qui s'appelle le pelle. Pourquoi? À cause de ce poêle de bagne qui est de la pierre olaire. Et cette pierre olaire, c'est une pierre réfractaire qui garde longtemps la chaleur. Ils étaient nombreux dans ces familles. Le grand-père, la grand-mère, et puis une tante, une belle-sœur qui n'était pas mariée, et puis les enfants, bien sûr. Et pour coucher les enfants, on les couchait ici dans ce tiroir. Je vais vous montrer une petite curiosité. Regardez, c'est magique. Regardez, ils ont écrit toute leur généalogie à l'intérieur de l'horloge, des Ancet, des Mermoux, et quelque chose qui est très important à Valorcine, c'est le retour du soleil derrière les aiguilles rouges en hiver. Le soleil passe derrière l'aiguille le 23 janvier et sur l'aiguille le 3 février. Donc c'est le retour du soleil, Voilà. de la vie. Oui. Et de la vie dans la maison, il y en avait. On y élevait des vaches, des cochons, des poules, des chèvres. On y fabriquait son fromage et ses remontants.
On y filait la laine et le lin, on y tissait ses étoffes, on y travaillait le bois et parfois même le métal. Décidément, ces paysans valorcins savaient tout faire. Dites donc, on ne devait pas s'ennuyer pendant les longues soirées d'hiver ici. Dominique, est-ce qu'il y a d'autres particularités architecturales? Oui, je vais vous en montrer, Hélène. Par là-bas? Oui. Voici le regard en patois, racard en vallée. C'est une construction qui est typique de la vallée. C'est une grange à céréales. Et à quoi servait la pierre? Alors, le vide a été comblé là. Hein, et les pierres, justement, servaient à ce que les rats ne puissent pas accéder aux céréales. Autre curiosité architecturale de la vallée, les greniers, de mini-chalets dans lesquels on conservait couvertures et objets précieux au cas où l'habitation principale viendrait à brûler. Car, tu l'as remarqué, Hélène, ici, on construit beaucoup en mélèze. Du mélèze. Mais d'abord, à quoi reconnaît-on un mélèze? Un mélèze, c'est ceci. Ces mélèzes, vous avez remarqué, ressemblent à des arbres morts, parce qu'il n'y a pas de feuilles. C'est le seul résineux qui, l'hiver, perd ses feuilles. À Valorcine, on a environ 80% de notre forêt qui est formée de mélèzes. En face, vous en avez plein là-bas. Vous voyez, et on les reconnaît bien, d'abord par leur couleur, parce qu'ils n'ont plus de feuilles, mais aussi parce qu'ils ont les fûts bien droits. Vous voyez ces fûts-là? Vous voyez la différence avec le bas de la forêt qui est en épicéa, où c'est tout mélangé. Tiens, là, il y a des épines, donc ce ne sont pas des mélèzes. Ben, je dirais que ce sont des sapins. Des sapins. Ben, quoi? Ce ne sont pas des sapins? Ça y ressemble? Sapin, ça? Bah oui. Sacrilège. Ça, c'est un arole. Ah, excusez-moi. C'est le fameux bois à sculpture. Et c'est un bois qui ne pousse que dans les Alpes du Nord. On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs. Et vous avez un truc pour reconnaître la rôle? Je vais vous montrer, je vais vous prouver que pour le reconnaître et en être sûr, d'abord, on voit qu'il y a des longs balais qui sont très souples, qui ne piquent pas, contrairement à tous les autres pins. Et sur chaque bourgeon, on doit retrouver 5 feuilles. 5 feuilles. C'est donc de la... La rôle. Merci. Ou le pin sambro, comme on voudra. Ici, c'est la rôle. Mon bois préféré. J'en suis marteau. J'ai même imaginé à un moment donné que je me ferais un cercueil avec. Paul Bergeron est ébéniste de formation et il travaille son bois préféré d'une façon bien particulière. Voilà la rôle et voilà mon atelier où je travaille mon arole l'hiver. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, c'est de la rôle. Toutes ces sculptures sont, j'insiste, toutes ces sculptures sont faites au couteau. Celle-ci, c'est très mal taillé parce que à l'époque, ils étaient comme moi quand j'avais un couteau et que j'étais jeune. On ne savait pas les affûter. Ça, c'est 1794. C'était une boîte de fiançailles. C'était fait à la veillée. C'était plein d'amour. C'est pour ça qu'il y a des cœurs de partout. Un cadeau destiné à la fiancée qui imitait ces quelques bijoux. Une vieille tradition de Valorcine que Paul a ressuscitée. Alors celle-ci, c'est la première réplique, on va dire, que j'ai faite lorsque je me suis aperçu que c'était ça ma nouvelle voix. Sincèrement, celle-là, la toute première, je la trouvais belle, ouais. Et depuis, il y en a eu des centaines. Toutes faites main de A à Z. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica. Alors, on va faire comme ceci. On va le vider un peu là. Vous entendez le tranché là? C'est assez extraordinaire, quoi. Le fond des pétales.
La fleur est terminée, ma boîte est terminée. Joli. Et vous en faites quoi après? Donc je peux l'offrir à une fiancée. À Hélène? Voilà. Merci Paul. Ben voilà, il va falloir que je me fiance moi maintenant. Quand on vous disait que les Valorcins savent tout faire, et pas seulement dans le domaine de l'artisanat, ici, ils font de l'électricité à partir des glaciers. Là-haut. Si, je vous assure, vous allez voir. Jean-Pierre Gallios, nous sommes dans la centrale électrique d'Émosson, où vous travaillez, et cette centrale est tout à fait particulière. C'est vrai, elle est même unique en son genre. D'ailleurs, je vais vous expliquer sur la maquette. Donc la particularité d'Émosson, c'est d'aller chercher de l'eau sous le glacier d'Argentière, avec une conduite qui fait 8 km de long, qui va redescendre à la centrale d'Émosson et remonter par gravité jusqu'au barrage. Comment on fait pour aller chercher l'eau sous le glacier? Alors on a percé des trous sous la roche et on va faire fondre de la glace. L'eau va descendre dans une galerie et par gravité va remonter au barrage d'Émosson. Ben, si vous voulez, je vous emmène voir le barrage. Avec plaisir. Vous venez? Autre singularité de cette production électrique, elle est franco-suisse. La centrale est en France et le barrage en Helvétie. Et en empruntant ce petit téléphérique, Hélène, tu vas passer la frontière. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va chercher la clé au poste de douane pour pouvoir passer sur le territoire suisse. Eh oui. Peut-être nous allons découvrir des chamois dans la petite vallée en face de nous. Ben dis donc Jean-Pierre, faut avoir de bons yeux. Hein. Oh, ça y est, j'en vois un. Raté, oh ce n'est qu'un chevreuil. Suisse peut-être. Voilà. Voilà Hélène, je vous laisse entre les mains de Bruno. Bien. Alors, bienvenue en Suisse, Hélène. On va visiter ce barrage. Allez. Allez, on y va. Jean-Pierre, à plus. Voilà, Hélène, on va arriver à la première galerie d'accès qui nous amènera au sommet du barrage. On appelle cela le couronnement du barrage. La hauteur du barrage est de combien? La hauteur, elle est de 180 mètres. C'est-à-dire 180. Ah oui, c'est juste. En France, on dit 180. Et il a fallu combien de temps pour le construire? Alors, pour construire tout l'aménagement, il a fallu 6 ans. Ouais. Alors là, on est à la base, 50 mètres d'épaisseur. Ouais. Au couronnement, j'ai dit 9 mètres, mais regardez par vous-même, par où on est arrivé. Tout là-haut. Oh là là. C'est impressionnant vu d'en bas. Oui, Alors, effectivement. donc, l'eau se trouve de l'autre côté, elle doit exercer une pression très très forte sur le barrage. Comment est-ce que ça résiste? Ben, c'est la forme du mur, telle une voûte. Oui. Et pour ça, on a des instruments de mesure qui contrôlent cette déformation. Oui. Ben, on va aller les voir tout de suite, si vous voulez bien. Avec plaisir. Donc Bruno, voilà le pendule qui permet de calculer le déplacement du barrage. Voilà, c'est ça. Et quand est-ce qu'il se déplace? Ben, à fur et à mesure que l'eau monte derrière le mur du barrage, Oui. ça crée une pression qui va pousser le barrage vers la vallée. Et ce déplacement est mesuré par ce fil et peut atteindre jusqu'à 8 cm au couronnement, tout en haut. On y va? Allez. Il nous reste 1000 marches à faire. Bruno, est-ce que les gens peuvent visiter le barrage? Oui, on peut visiter le barrage. L'été, on y accède avec un funiculaire. Oui. Et puis, il y a aussi un accès routier. Et puis c'est vrai que quand il fait beau, on a une vue absolument fantastique. Bon, évidemment là, c'est un peu bouché, mais c'est vrai, d'habitude, c'est somptueux. Moi, c'est le plus beau panorama qui puisse exister sur la Terre. Voilà. Le vôtre. Toute la chaîne du Mont Blanc, une chaîne bien française. Ça vous dirait une petite descente à ski? Bah écoutez, non, pas vraiment en fait. Non, pas du tout même. Tant pis, ça sera pour une prochaine fois. Hélène, teste au moins la nouvelle télécabine de Valorcine. On a rendez-vous tout là-haut pour le départ du derby des Posettes. Le derby, c'est la course de ski de Valorcine. Une course très très sympa. Hein. Ah, là c'est plutôt bouché, non? Bah, ils sont où tous nos concurrents? On attendait tout de même 300 personnes. Eh, madame, on est en retard? Qu'est-ce qui se passe là? Le derby des Posettes a été annulé. Non, pourquoi? Ben, parce qu'à cause du mauvais temps. Ils sont tous en banque. Oh, zut, bon, on redescend vite. Ah, il y a des gens en bas en direct. Salut. Bonjour mes sœurs, c'est quoi ce déguisement? Et pour le derby, hein, voilà, Oui, il nous faut des sœurs pour un petit peu nous créer la paix sur le derby, même si c'est annulé, hein, dommage. Mais bon. Tiens, voilà Guy, bonjour. Bonjour messieurs, dames. Comment ça va? Bof. Vous faites par là? Et vous, ça va? Impeccable, on y va? Les huîtres de Valorcine, le blanc de Valorcine, et on y va. Les huîtres de Valorcine, bien sûr. Et eux, une autre espèce alpine peut-être? Oui, qui m'a l'air particulièrement adaptée aux rudes conditions de la vallée.
On est venu pour skier. Alors, un vin chaud, une montée, un vin chaud, une montée, un vin chaud, il y a un truc qui est pas mal, c'est que là on va remonter, on va refaire le circuit. Finalement, s'il y avait eu le derby, on aura fait 2 fois moins. Là, on aura déjà fait 2 fois plus de ski que si le derby avait eu lieu quand même. Valorcine, une valeur sûre. C'est leur devise. Et ce n'est pas le mauvais temps qui va arrêter Guy et Greg. Derby ou pas, nous, on va monter. Ah oh, on y va. Oui, c'est le bleu, on peut tout de même skier, même si le derby est annulé. En fait, la plupart des concurrents n'ont pas pu venir car tout là-bas, derrière les arbres, le fameux col des Montets est fermé. L'hiver, il est souvent bloqué pour les avalanches. On est souvent bloqué. Et comme aujourd'hui, une avalanche ce matin qui a coupé la route. Et Chamonix est coupé de Valorcine. C'est une frontière naturelle en fait, un peu, voilà, à quelque part. Et les bonnes sœurs, Regarde les bonnes sœurs là. Où ça? Ah oui, on les connaît, elles. Ah, tiens, Marianne, c'est l'organisatrice en chef du derby. C'est un peu les boules, quoi, parce que c'est une belle fête. D'habitude, il y a 300 coureurs et puis ça finit tard, les gens sont contents, on fait la fête, on mange, il y a des concerts. Et cette année, c'est à l'eau. Mais nous, on fait notre course et on y va. Mais on va quand même aller glisser un peu. Bah, on est là pour ça. On est prêts, les garçons. 3, 2, 1, go! Au revoir. Au revoir. Salut. C'est marrant, mais je sens que cette année, vous auriez pu le gagner, non? Et toi, Hélène, ça te dirait de faire ce derby? Oui, bien sûr. Moi, le ski avec les pistes vertes et les petits bâtons. Bon, Hélène, il n'y a pas que le ski dans la vie. Ah, ben voilà une activité qui me convient. Nathalie de Villaz, merci de m'accompagner dans votre belle vallée. On attaque le chemin, c'est ça? Oui, ben on y va. Nathalie de Villaz est correspondante pour le journal local. Elle est aussi passionnée par son pays dont elle connaît les recoins les plus secrets. Au programme de la balade d'aujourd'hui, la vallée de Bérard et sa cascade. Bon Hélène, maintenant on va enlever les raquettes et puis on va se glisser sous la cascade, comme dans Tintin. Carrément. Carrément. Hop là. Dans un réfrigérateur géant. Bon, après la cascade, on va monter, moyennant une courte mais sportive ascension, à la grotte qui porte le nom d'un héros légendaire des Alpes, Farinet. Au XIXe siècle, Farinet, surnommé le Robin des Alpes, fabriquait de la fausse monnaie pour la distribuer aux pauvres, au nez et à la barbe de toutes les polices. Et alors, aucune prison n'a pu le retenir? Aucune, pas même en France, ni en Italie, ni en Suisse, il s'est toujours évadé. De façon spectaculaire, parfois il se déguisait. Et puis tu vois, partout où il allait, il se cachait avec l'aide de ses complices. Et là notamment, il s'est caché dans la grotte de la cascade de Bérard. C'est pour ça que c'est devenu la grotte de Farinet. Exactement, la grotte du faux monnayeur. On dit qu'il est mort d'une façon mystérieuse, c'est vrai? Bah oui, en fait, il est mort à 35 ans dans les gorges de la Salins où il était poursuivi par la gendarmerie du Valais parce qu'en fait, au bout d'un moment, il bafouait tellement le pouvoir qu'on disait bon, il faut l'attraper mort ou vif. À l'heure actuelle, il y a une association des amis de Farinet. Voilà, parce qu'en fait, il est mort en 1880. Donc, 100 ans plus tard, en 1980, bon, on a réhabilité Farinet et l'abbé Pierre et Jean-Louis Baron ont planté une croix sur sa vigne. Et l'abbé Pierre a dit, en tout homme, il y a une parcelle de Dieu. Mais il vous fascine, ce Farinet? Complètement. Puis je ne suis pas la seule, parce qu'en fait, il a tout pour séduire, ce Farinet. C'était un aventurier, il était généreux, il bafouait l'ordre établi, mais pour aider les plus démunis. Là, il est devenu un prétexte à rassembler les hommes, en fait. Et c'est vrai qu'il a tout pour séduire.
Bon Hélène, à la descente, je te propose de passer vers l'école de ski. Allez, c'est parti. C'est parti. Aujourd'hui, à l'école de ski de Valorcine, c'est barbecue sur les pistes, offert par les moniteurs du pays. Il n'y a quand même pas beaucoup d'écoles de ski où on mange du ketchup et de la mayo et du... Merci beaucoup. Et petit coup de rouge aussi, hein, pas mal. Ne te fie pas aux apparences, Hélène. Sous leurs airs bonhommes, ces moniteurs-là sont presque tous guides de haute montagne, même ceux qui s'occupent des tout-petits. C'est dire si ici, on apprend à bien skier. D'ailleurs, regarde Marianne. Ça, quand je la vois dévaler les pistes, ça me donnerait presque envie de prendre une leçon. Enfin, presque. Alors Hélène, tu es prête pour ta première leçon? Si on veut. Allez, on y va. Oh, quelle femme exceptionnelle cette Hélène. Seule à soutenir 2 moniteurs. Encore mieux que le ski. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter.